I just want to give up sometimes. I don't feel like people believe in me. I think Missy hit that. I think Missy hit that. How much I fight, it's still I stay. I can't believe my conscience got the best of me. It's telling me to let it go, but I can't walk her. Your sister called me about a couple times today. There's bitches out there who can't sing. A lot of them. Why is it so easy for them to get a deal? Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et je vous demande un O, un livre et un VR. Ok, c'était vraiment nul. Bref, on va commencer la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à shake it ou alors à twist it? Ou peut-être que vous voulez qu'on vous amène dans le magasin de bonbons? Bon, je sais qu'à Kinshasa, eux, ils aiment seulement la chaise électrique. Oui, aujourd'hui, on va parler de la princesse de J-Records, la princesse de G-Unit, Miss Olivia. Ah là là, tout ça me rappelle tellement de choses. En plus, cette semaine, je me suis rendu compte que ça va faire environ 16 ans que j'avais créé mon Skyblog où on retrouvait déjà plein d'analyses musicales sur le R&B, la pop et tout. Donc je suis un peu dans l'émotion, j'ai passé toute la semaine à réécouter de vieux albums, certains albums inédits, à relire certaines de mes chroniques. Tous mes meux en ce moment, même Flop Olivia. J'ai l'impression d'être une femme enceinte. Alors dans cette vidéo, on va repartir sur un schéma que beaucoup d'entre vous connaissent. La chanteuse de R&B un peu clinquante, jolie, qui danse, qui chante, qui fait des feats avec des rappeurs. C'est un peu le typique du début des années 2000. Dans le cas précis, c'est Olivia, c'est G-Unit. Mais contrairement à ce que son image aurait pu laisser penser, Olivia n'est pas simplement la fille qu'on utilise pour danser dans les clips de rap en fait. C'est une très forte personnalité. Et en réalité, son histoire, c'est un peu comme le best-of de beaucoup d'histoires de chanteuses R&B de sa génération qu'on a connue en fait. C'est-à-dire que c'est un peu un concentré de ce qui s'est passé dans beaucoup de carrières, sauf que c'est un concentré un peu raté. Si l'histoire d'Olivia, qui est donc un best-of, était un best-of dans la vie réelle, ce serait le best-of d'Olivia elle-même quoi. Non, plus sérieusement, ce qui est passionnant, c'est que dans sa carrière, beaucoup de choses s'entremêlent, aussi bien au niveau de la direction artistique que de la personnalité. Et pour moi, en réalité, Olivia ressemble à beaucoup de chanteuses qu'on connaît en fait. Pas forcément beaucoup de superstars, mais dans sa manière de penser, dans les choses qui lui arrivent, elle ressemble un peu à pas mal de chanteuses que vous connaissez. Peut-être même une amie à vous qui chante plus ou moins bien, mais qui n'arrive pas à percer. Ou alors une chanteuse que vous suivez depuis plusieurs années, qui n'arrive pas à se trouver sa place. Elle est un peu dans ce schéma-là. Il y a une réelle dichotomie entre l'image qu'elle a d'elle-même et l'image qu'elle va vendre au grand public. On va dans cette vidéo essayer de comprendre pourquoi 50 Cent dit qu'il a dépensé 2 millions de dollars sur elle et que ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'il l'accuse d'avoir eu une relation avec Missy Elliott? Pourquoi est-ce que son passage dans Love and Hip Hop, alors qu'elle était là au début de la franchise, n'a pas aidé à relancer sa carrière? Et comment essaie-t-elle aujourd'hui de se repositionner sur la scène? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner au Tipeee, à vous abonner à la chaîne. Et on va commencer cette vidéo avec la première concurrente d'Olivia. Et je ne sais pas si vous savez qui c'était, la première fille avec laquelle Olivia était plus ou moins mise en rivalité. Ça va en surprendre plus d'un, mais c'était la belle époque. C'est le début. Plus le temps passe, plus cette époque me manque. Pourquoi? Parce que c'est la grande époque des directeurs artistiques en fait. C'est-à-dire que les projets sont pensés en amont, les labels sont structurés. Et là on parle de J-Records, à savoir le maître Clive Davis qui renaît de ses cendres. Il revient dans le game et il structure son label plus ou moins moderne. Dans ce label moderne, on retrouve plusieurs artistes qui ont chacun leur place. Et c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que Clive Davis se pose à l'époque et il fait une analyse du game. Il se dit, voici ce que les artistes du game font en ce moment. Il me faut de nouveaux artistes qui vont pouvoir s'imposer en prenant d'assaut les points morts du game. À savoir, ce que les autres ne font pas, c'est là que je vais placer mes artistes. C'est un peu comme ça que J-Records est pensé à la base. Et c'est donc comme ça qu'on y retrouve des artistes comme Jimmy Cozier, ou encore donc Alicia Keys. Dans la vidéo sur les Trail W, je vous ai dit que Alicia Keys n'était pas forcément destinée à la musique qu'elle va faire au moment où elle va la faire en fait. Quand vous entendez Falling d'Alicia Keys, effectivement, c'est une direction artistique qui va conquérir le monde entier, mais à la base, elle aurait pu faire un tout autre style de musique. C'est Clive Davis qui a la vision de se dire, je vais la prendre et je vais la mettre dans ce style-là parce qu'il n'y a personne qui fait ça en ce moment. J'y crois et elle sera la sweet girl du game. Sweet girl, c'est la fille sympathique que tout le monde aime, qui est sur son piano, qui chante de jolies chansons d'amour. Et c'est comme ça que Alicia Keys va être vendue dans le game. Mais l'autre point mort que Clive Davis analyse dans l'industrie chez les femmes, c'est qu'il se rend compte qu'effectivement,
toutes les chanteuses font plus ou moins le même genre de clip, le même genre de son. Elles sont plus ou moins toutes en train de danser, elles ont plus ou moins toutes jeté leur mec. Il y a une espèce de girl power de l'époque qui reste plutôt gentille. Et quand il regarde ça, il se dit, si j'avais une fille qui chantait et dansait exactement comme ces filles, qui avait le même son qu'elle, mais qui parlerait comme une rappeuse avec des textes sexuellement explicites, est-ce que ça ne choquerait pas le game? Est-ce que ça ne ferait pas scission? Et de fait, est-ce que ça ne lui ouvrirait pas une porte bien à elle? C'est-à-dire qu'il pense à créer l'opposé d'Alicia Keys, la bad girl du game. Et cette bad girl, donc, c'est Olivia qui arrive avec son premier single qui s'appelle Byzance en 2001. I'm about to Byzance. Elles sont comme les versets d'une même pièce en fait. C'est-à-dire que le game c'est ça et en fait il fait deux extrêmes dans le game. C'est pour ça que j'adore l'histoire parce que c'est un génie, un magnifique directeur artistique. Si j'ai jamais lu son livre, lisez-le. Clive Davis, c'est la raison pour laquelle je suis assis là sur YouTube. C'est Dieu quoi. Bref, il fait donc son plan en se disant voilà le game. Voici mon extrême féminin, voici l'autre extrême féminin et on va voir ce que ça va donner. Le premier single d'Olivia marche plutôt bien, mais bien sûr Alicia Keys est le format qui va tout exploser et quand Alicia Keys va tout exploser, Olivia va avoir tout de suite une frustration. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle aussi, elle sait chanter en fait. Elle, de base, elle voulait chanter et elle voulait être la sweet girl parce que dans sa tête, elle voulait chanter des petites chansons d'amour. Là, on l'a mis dans un créneau qu'elle ne comprend pas très bien. Certes, sa chanson marche, mais elle se dit, si Alicia Keys marche aussi bien, pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans l'autre créneau en fait? Faudrait que moi aussi je chante des chansons d'amour et elle commence donc très rapidement, dès 2001, à avoir des problèmes relationnels avec Clive Davis qui dans le même temps devait s'occuper d'autres artistes en fait. Donc quand il va voir que ces autres artistes marche bien et que Olivia avant la sortie de l'album commence déjà à s'énerver et à dire dans les radios qu'elle n'aime pas la propre direction artistique qu'on lui a donnée, bah en fait il va l'abandonner. L'album ne va pas avoir de second single même si le premier va bien marcher et pourtant il y avait des titres vraiment pas mal comme celui-ci. Mais aucun terrain d'entente entre les deux parties ne va être trouvé et ce sera donc le premier flop pour Olivia. Malgré l'insuccès de l'album, Clive Davis, qui est quand même un homme assez fidèle dans ses choix artistiques, ne vire pas tout de suite Olivia. Il lui dit, c'est vrai que l'album n'a pas marché, qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? Ils sont en froid parce que Olivia a son caractère, elle estime qu'elle n'a pas toute l'attention qu'elle mérite, elle dit qu'elle n'aime pas son album et fatalement elle veut faire autre chose. Quand elle commence à avoir ce genre de comportement, elle est soutenue par un des mecs de J-Records qui lui est en train de quitter le label pour aller chez Interscope. Donc de fait, il lui répète le discours qui traînait un peu à l'époque là. Ouais, Clive c'est un vieux fou, il ne comprend rien au game. Viens, on va chez Interscope parce que chez Interscope, je serai en charge, j'aurai les budgets et tu vas pouvoir faire exactement ce que tu veux musicalement. Donc viens, on va. Et c'est donc comme ça que Clive Davis, qui à la base ne voulait pas laisser tomber Olivia, va lui rendre son contrat et qu'elle va aller chez Interscope. Quand elle arrive chez Interscope, le label a une problématique. C'est-à-dire qu'ils ont un artiste qui cartonne. Cet artiste s'appelle bien sûr 50 Cent qui est en train de ravager tout le rap game. Le problème de 50 Cent, c'est qu'il veut une chanteuse pour pouvoir incarner la marque. La chanteuse à laquelle il pense et celle qu'il veut le plus de base s'appelle Brandy. C'est pour ça qu'il a fait venir par exemple dans ce clip-ci où qu'elle commence à avoir des premiers titres en collaboration avec G-Unit dès 2003-2004 comme ici. L'idée de 50 Cent est plutôt claire. Il veut une chanteuse pour pouvoir concurrencer le Murder Inc. Il lui faut une image féminine un peu comme Ashanti. Brandy, elle, accepte ça dès le début. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est elle aussi qui devait chanter Always on Time et plusieurs titres qui ont été offerts à Ashanti. Donc elle rate ça, elle voit que ça cartonne et elle se dit, il faut peut-être que je me rapproche un peu des rappeurs là, mais pas trop. Pas trop pourquoi? Parce qu'elle sait aussi qu'elle a une image en fait. Elle là depuis 10 ans dans le game, elle ne peut pas totalement être la chanteuse de G-Unit. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver en fait. C'est-à-dire qu'il y a une réelle opposition entre l'image de Brandy et l'image d'un label comme G-Unit. Donc elle va finir par freiner. Quand elle va freiner, ça va agacer Interscope et là d'un coup Interscope va se dire mais en fait la fille qu'on vient d'avoir là, elle s'appelle comment? Olivia, oui bon Olivia là, celle qui dit beaucoup de choses salaces là, appelez-la, on a besoin d'elle pour G-Unit. C'est comme ça que Olivia va rencontrer 50 Cent et qu'elle va donc commencer à être promue comme la First Lady of G-Unit, la fille de G-Unit et qu'ils vont enchaîner en allant chercher des choses pas très catholiques dans le fameux magasin de bonbons.
Là, d'un coup, elle va connaître une notoriété mondiale. Elle va faire partie des R&B Girls. Tout le monde va commencer à parler d'Olivia dans les mêmes conversations que Christina Milian, Ashanti, Beyoncé, Rihanna. En plus, à l'époque, elle commence à sortir avec Shaggy. Donc, il l'invite aussi sur un single qui s'appelait Why Tonight. La chanson ne fonctionne pas de ouf, mais elle entretient le buzz et surtout 50 Cent vient à sa rescousse parce qu'il va remixer le titre Best Friend pour la bande originale de Get Rich or Die Trying. Et bien sûr, on avait Olivia à ses côtés. Bon, là encore, je suis ému parce que ça, c'était ma période. Je passais toutes mes journées sur des forums de musique. Mais est-ce que vous arrivez à voir ce que je lui reprochais déjà à l'époque quand elle a fait ça et qui devrait vous paraître évident? Parce que son premier single, que j'aime plutôt bien d'ailleurs, sort quelques semaines après. C'est un feat avec Lloyd Banks et c'était plutôt pas mal. C'est un titre qui aurait très bien pu se trouver sur un album de 50 Cent. Alors la toute première fois que j'ai vu ce clip, j'avais été très critique avec elle parce que si je vous remets Bizarre, vous ne voyez pas la différence en fait. Pourquoi avoir quitté G-Records en se plaignant et en disant que oui, je ne veux pas être la bad girl, je ne veux pas jouer les filles sexy, je ne veux pas dire des gros mots, pour finalement se retrouver 4-5 ans après à refaire exactement la même chose en tant que chanteuse d'un collectif de rap. C'est-à-dire qu'avant, on te poussait dans ce créneau-là, mais tu étais en solo, donc c'était quand même toi qui étais sur les devants et ça ne te convenait pas. Mais là, tu acceptes de refaire la même chose en tant que chanteuse d'un collectif de rap. Alors vous allez me dire que oui, mais c'est le collectif qui cartonnait à l'époque, c'est G-Unit. Mais moi, je n'ai jamais trouvé ce choix très malicieux parce que je fais plus confiance à Clive Davis au niveau d'une direction artistique pour une artiste féminine qu'à 50 Cent. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé parce qu'artistiquement, chez G-Unit, elle n'a jamais réussi à trouver l'équipe qui pouvait vraiment la faire éclore au niveau du son. Ils lui ont donné quelquefois des titres sur lesquels ils auraient pu poser en se disant, bah vu que ça a plus ou moins marché avec nous, on lui donne et ça va marcher chez elle. Mais ils n'ont jamais pu extraire le truc qui aurait pu faire en sorte que le public se dise, Olivia, on la veut, elle toute seule. Et ça, elle va elle-même très vite le comprendre quand les titres vont commencer à ne pas marcher. Elle va comprendre que chez G-Unit, ils étaient habitués à plus ou moins marketer des artistes rap comme Tony Yayo et Lloyd Banks et ce genre de personnes où il n'y a pas un immense marketing à concocter en fait. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est de la même formation, on raconte son histoire, on n'a pas énormément de marketing à investir dans le visuel. On kick et ça passe. Là, il lui fallait une réelle direction artistique en plus du visuel qui ressemblait déjà à tout ce que les autres faisaient. C'est comme ça qu'elle va commencer à se rapprocher de Missy Elliott parce que Missy était plus à même de lui trouver cette direction artistique là vu qu'elle travaillait avec beaucoup de chanteuses de R&B de l'époque. Elles vont proposer un premier titre qui s'appelait Cherry Pop. Mais c'est déjà le moment où 50 Cent, lui, il n'en peut plus. Il n'en peut plus pourquoi? Parce qu'il n'était pas habitué à gérer ce genre d'artiste. Il se rend compte qu'il a investi beaucoup d'argent et donc il veut arrêter les frais. Surtout qu'en réalité, il voit Missy Elliott comme une rivale. Il se dit que comme elle passe beaucoup de temps avec Missy Elliott, peut-être que Missy Elliott va lui voler son artiste. Et donc les scissions plus ou moins brutales commencent entre 50 Cent et Olivia. Et en 2007, elle demande à quitter le label, ce qui va lui être accordé. Et l'album qu'elle avait enregistré sur le label ne sortira jamais. On peut le retrouver partout sur internet, mais il n'est jamais sorti officiellement, même si encore une fois dans cet album là il y avait des titres qui ne sont vraiment pas mauvais. Et c'est important parce qu'Olivia en fait elle fait pas des titres médiocres, elle fait plus ou moins de bons titres R&B, sauf que Behind Closed Door c'est un best-of de tout et n'importe quoi, il n'y a pas de ligne artistique claire. C'est difficile de se rendre compte de ça aujourd'hui, mais pour ceux qui l'ont vécu, il faut savoir que Behind Closed Door était hyper attendu en fait. C'est-à-dire que vraiment, on avait des deadlines. Chaque jour, on disait que ça sort dans telle semaine, après la semaine d'après. Vraiment, il y avait un vrai buzz autour de son disque. Et quand il va finir par être annulé, les gens vont aller chez 50 Cent lui demander « Mais frère, tu nous as fait patienter, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là qu'il va répondre en disant que « Les gars, j'ai dépensé plus de $2 millions, mais ça ne m'a absolument rien rapporté. » Yeah, that was a loss. I know I'm supposed to be doing I Whoop Your Head Boy. And I'm doing If I Was Your Best Friend. Because I'm already 2 million in the hole. Olivia va mal vivre cette interview parce qu'elle va se dire que c'était une manière de la rabaisser. Elle va faire une interview en disant que oui, elle était son artiste et qu'elle méritait qu'il dépense 2 millions et même plus. Elle va dire qu'il aurait pu dépenser 4 millions parce que être une artiste
être une chanteuse, c'est beaucoup plus difficile que marketer un rappeur en fait. Donc il aurait même pu dépenser plus. Il n'avait pas à balancer le montant qu'il a dépensé dans la presse comme pour l'humilier et dire qu'elle ne rapporte rien en fait. Parce que dans sa tête, c'est le message qui est transmis aux autres producteurs. Elle se dit que quand 50 Cent dit oui, j'ai dépensé 2 millions sur elle, elle ne m'a rien rapporté, tous les autres producteurs vont se dire que non, en fait, elle l'a signalisé, je n'y touche pas. C'est ça qui l'agace. Mais le fait d'avoir dit qu'elle aurait pu dépenser 4 millions sur elle va aussi agacer tous les autres membres de G-Unit, notamment Tony Yayo, qui va lui répondre dans une interview. Thing is, what label do you know that's gonna give a nigga 4 million? Nobody. In this day and age, and at that day and age, and after, especially if you didn't sell anything, I can see if you sold 5 million records, Nothing. and then a label say we're gonna give you. She didn't sell any records at that period of time for 50 to spend 4 million over her. So he's basically. Comme si ce n'était déjà pas assez dur pour elle, The Game à la même époque s'embrouille avec 50 Cent et les autres membres de G-Unit. Et bien sûr, il prend aussi Olivia pour cible, il la diss dans une chanson et il va même aller jusqu'à dire qu'en fait elle a un troisième pied comme R. Kelly et T.I. C'est toujours tendu, tout. Nigga with Olivia, you know what it is, man. I mean, we can settle it for once and for all. All you gotta do is take it, you know, pull your pants down. Show the world. C'est-à-dire que l'après G-Unit est très dur au niveau de l'image parce qu'elle a été plus ou moins vue aux yeux du grand public comme la potiche du groupe. Elle n'a pas trouvé d'identité musicale pour pouvoir imposer un son et une image propre lorsqu'elle avait le buzz autour d'elle. Donc quand ça retombe et que ses propres compères commencent à la dénigrer dans les médias, c'est difficile. Ça va même plus loin parce que 50 Cent qui voyait qu'elle continuait de travailler avec Missy Elliott pendant toutes ces années va dire qu'en fait elle couche avec Missy. She went to work with Messi. She went to work with Messi, and then it got kind of crazy, like, cause. You gonna wink at me with the camera on? I think. With the camera right in your face, you gonna wink at me like? I think it got crazy because she was like, Missy was trying to like own her a little bit. Jesus. I think Missy hit that. C'est-à-dire que rien ne lui est épargné et comble de malchance, effectivement, elle travaille avec Missy Elliott pour plein de titres, sauf qu'elle n'a plus de label et au même moment, Missy Elliott finit par tomber malade. Donc elle ne peut même plus sortir les chansons pour lesquelles elle s'est éloignée de 50 Cent. Ça commence à devenir une spirale infernale. Elle réussit à trouver malgré tout une bouffée d'air frais quand elle sort le titre avec Fally Ipupa en 2009. Le titre prend plutôt bien pour Fally Ipupa, mais ce n'est pas sur son public de niche. Elle veut le public américain et là elle va avoir plus ou moins quelque chose qui va faire en sorte qu'elle y croit. Pourquoi? Un producteur vient et lui propose une chanson. Sur cette chanson-là, il y a un des rappeurs qui est un des rappeurs montants de l'époque, il s'appelle Drake. Le producteur lui dit, Drake a déjà donné les droits, tu n'as plus qu'à poser sur le titre et on le sort. Ce que Olivia va faire, la chanson s'appelle Control et elle se dit, et vous vous dites aussi à sa place, là, franchement, je suis plutôt bien en fait. Le mec, il est plus ou moins nouveau sur la scène. Sa mixtape cartonne, j'ai un feat avec lui, ça me permet d'avoir de la visibilité et pourquoi pas un hit. La chanson sort et là encore, c'est un des événements dont je me rappelle plutôt bien dans ma carrière de blogueur. C'est-à-dire que le titre d'Olivia sort et quelques heures plus tard, Drake fait un communiqué pour dire qu'il n'a jamais collaboré avec Olivia et globalement que Olivia a frauduleusement utilisé un couplet de lui pour faire comme si elle avait un feat avec Drake alors que ce n'est absolument pas le cas. Il précise, je n'ai jamais de ma vie travaillé avec Olivia. Alors pour le coup, c'est pas tant le fait d'avoir travaillé avec Olivia ou pas. Le truc, c'est qu'il va lui faire vivre une humiliation professionnelle féroce en fait. Tout le monde va se foutre de sa gueule en disant « Regardez-moi celle-là, cette has-been, elle essaie de se raccrocher à un nouvel artiste, elle lui vole son couplet pour pouvoir un peu briller. » C'est-à-dire que ça va une nouvelle fois l'humilier et bien sûr, elle va réagir assez brutalement dans plusieurs interviews en disant qu'en réalité, Drake était au courant et qu'elle n'aurait jamais sorti la chanson si Drake n'était pas au courant en fait. Le producteur lui a donné le titre, elle a posé dessus, elle l'a sorti, mais elle ne savait pas que Drake n'était pas au courant et qu'elle n'avait absolument pas besoin de lui ou ne le suppliait pas pour un featuring. Next thing we know, I didn't approve this, and I'm like, are you fucking kidding me? Drake, how did you not approve it? Like the producers have the paperwork, your signature is on everything. How is this? I don't understand. Now we beefing about mixtape stuff that you approved and that you got paid for and that you signed off on. Like, I'm so fucking lost at how a lot of these rappers have acted during their career as if, see, I'm just gonna get pissed.
Ça, en plus des rumeurs sur le fait d'avoir un troisième zizi, une relation avec Missy Elliott et de ne pas pouvoir sortir les chansons enregistrées avec Missy Elliott. Et d'ailleurs, l'une d'elles va devenir un tube, c'est une autre chanteuse, à savoir Keyshia Cole. Bah en fait, ça va devenir assez compliqué pour Olivia jusqu'au moment où elle va avoir la télé-réalité. Parce qu'elle va revenir dans Love and Hip Hop. Elle va faire partie d'un des premiers castings. Et vraiment, la particularité d'Olivia pour avoir regardé et regardé simplement pour la voir à l'époque, c'est qu'en réalité, c'est une vraie passionnée de musique en fait. C'est-à-dire qu'elle ne vit que pour sa musique, elle est à fond dans le travail musical et paradoxalement pour une télé-réalité. Et je vous l'ai déjà expliqué dans la carrière de Chiara Mary, ça la rend passablement chiante. En fait, quand tu fais ce genre de télé-réalité, quand tu es par exemple Monica, la télé-réalité Still Standing, et que tu fais une télé-réalité sur ta carrière musicale, comment te voir revenir, ça fait plaisir parce que les gens connaissent ton histoire musicale. Pareil pour Fantasia, même si elle n'avait pas une grosse carrière, quand on regardait les épisodes, on était content de la voir se battre pour revenir. Et c'était un peu la mode de ce genre de retour à l'époque. Sauf que Olivia, en réalité, les gens ne la connaissaient pas elle du tout en fait. Et ils ne connaissaient pas non plus son histoire musicale. Dans la télé-réalité, elle faisait beaucoup d'efforts pour se distancer des autres et souvent revenir sur sa carrière musicale et expliquer que beaucoup de chanteuses sont nulles alors qu'elle essaie de chanter et ça ne marche pas pour elle. Elle était très dans cet esprit-là, souvent assez bitter. There's bitches out there who can't sing. A lot of them. Why is it so easy for them to get a deal? Et je pense que ça l'a enfermé dans un personnage que les gens n'ont pas compris à la télé en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que passionné de musique, je l'ai compris sur une télé-réalité personnelle d'une artiste accomplie, genre Beyoncé, Brandy, ce genre de message passe parce qu'effectivement, les gens sont déjà là pour ta musique. Dans un show où les autres bagarres, elles sont divertissantes, toi qui ne fais que parler de ton ancienne carrière que les gens ne connaissent pas forcément et de ta frustration, ça te laisse un peu toute seule. Et même si elle a eu un petit buzz quand elle a voulu revenir avec une nouvelle image et donc des chansons plus romantiques comme la chanson pop R&B December ou encore le titre Walk Away. Les titres ont eu un petit buzz parce qu'elle passait quand même à la télé à la sortie, mais en réalité je me suis toujours dit que même là c'était pas forcément la bonne solution pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle fait des chansons R&B pop sucrées romantiques quand elle est à Love and Hip Hop. Or c'est un public profondément ratchet en fait. Moi à sa place, si je suis à Love and Hip Hop, bah, je continue dans ce qu'elle faisait à l'époque en fait. Je suis ratchet, je suis plus urbaine. Revenir dans ce créneau très maternel, pour moi, ça ne correspondait pas forcément à l'audience qu'elle voulait viser, surtout dans les radios R&B hip hop en fait, qui s'était beaucoup urbanisé et qui était censé porter le titre. Malgré tout, elle va avoir sa petite revanche sur Drake parce qu'elle va expliquer que lors du Hot Summer Jam, elle va croiser Lil Wayne et Drake. Lil Wayne était en train de chantonner sa chanson. Lil Wayne va lui faire un shout-out et Drake va vouloir la regarder et elle va le toiser sa mère. Me and Rich are leaving, and I see Drake in his truck, and he's driving by, the window was down. I just rolled my fucking eyes so hard and turned my head. I was so, don't look at me, dog. Like, you think I don't remember? Like, I was so... Mais encore une fois, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas une très bonne candidate de télé-réalité pour ce genre de télé-réalité, à savoir qu'on n'arrive jamais à savoir vraiment qui est Olivia en fait. On sait juste que bon, ça ne marche pas pour elle et ça fait un peu carrière, un peu artisanale. Je me rappelle certains épisodes de son manager et elle pleure parce que ça ne marche pas. Everything I'm supposed to do so you can win. So the one thing you should... Il pleure Rich Dollaz. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'il va faire ça, ils vont pleurer ensemble pour des chansons qui ne marchent pas. Ils sont toujours dans une sorte de petite aigreur tous les deux. Ils vont avoir cette sorte de relation télévisuelle pour qu'elle découvre ensuite qu'il a escroqué et que même l'argent des deux chansons là qui se sont un peu vendues, bah en fait, elle n'a rien touché dessus, y compris les royalties alors qu'elle avait écrit les deux chansons. Even playing right now, you broke my heart. I was so disappointed. How did I? The money that we made from December and Walk Away. What money did you not get from December? Wow. Là où c'est triste et que c'est énormément frustrant, c'est qu'une deuxième fois dans sa carrière, l'album va être annulé en fait. C'est-à-dire que l'album qu'elle préparait qui s'appelle Show the World va être annulé alors qu'elle avait eu des collaborations avec Sean Kingston ou alors Mavado. Là encore une fois, vu que les singles ne vont pas avoir l'effet qu'elle escomptait et que derrière même le manager va l'arnaquer, ça va être annulé et elle va décider, et là c'est très intéressant, de partir d'elle-même de Love and Hip Hop parce qu'elle ne voulait pas plus montrer sa vie en fait. Parce qu'à un moment on va lui dire que meuf, soit tu es avec nous et tu fais des trucs pour que les gens te regardent, soit tu pars mais tu restes bien trop en surface pour que le public accroche derrière toi. Il faut que tu fasses un peu plus de choses. Et là d'elle-même, elle va faire le choix de partir en disant qu'elle est une artiste et qu'elle va être vue et rester une artiste jusqu'au bout. Why should the shadows come
Mais elle a quand même fini par revenir parce que là, elle est de retour dans la télé-réalité. Le frigo, là, il ne se remplit pas tout seul. Elle règle ses comptes et elle en a profité pour sortir un nouveau titre qui est peut-être pour moi le titre le moins intéressant de sa carrière. Autour d'Olivia, il y a souvent eu le débat de dire que oui, c'est parce qu'elle n'est pas assez ratchet, qu'elle n'est pas assez méchante, qu'elle n'est pas assez diva, que les gens ne l'aiment pas, notamment dans la télé-réalité. Mais moi, j'ai une vision un peu plus nuancée de tout ça, en fait. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas qu'elle est arrogante, mais il y a une pointe d'arrogance du fait qu'elle a toujours pensé qu'elle sait chanter, qu'elle a un certain talent et que de fait, elle devrait réussir en fait. Il y a ce petit truc de l'artiste alpha qui a chez elle qui l'empêche souvent d'avoir une pointe de réalisme. La première chose, c'est ce dont on a parlé au début en fait. Elle fait quasiment 4 ans en laissant un contrat chez Clive Davis pour aller refaire la même chose en chanteuse d'un label de rap 4 ans après. La plupart des chanteuses veulent faire l'inverse. Tu signes dans un label de rap pour avoir l'espoir d'avoir ton contrat en solo en fait. Quand tu prends un contrat en solo, tu dis que oui, j'abandonne ça et tu finis par te retrouver à faire la même chose dans un label de rap, c'est parce qu'en réalité, même si effectivement elle a un certain talent, elle n'a pas de vision sur sa propre carrière et ça la suit depuis parce que pour moi, le problème originel vient du fait qu'elle n'aurait jamais dû quitter Clive Davis et que même si elle a eu Candy Shop et tout ce reste avec 50 Cent, ça a trop éreinté son image par la suite en fait. C'est-à-dire que, pour beaucoup qui regardaient cette vidéo, ce n'est que la fille du G-Unit alors qu'elle était déjà quelque chose avant ça. Et pire encore, les rappeurs là l'ont tous insulté après avoir travaillé avec elle. Certes, 50 Cent s'est excusé, mais finalement ils l'ont tous traité comme une moins que rien, y compris Drake, parce qu'ils avaient l'impression qu'elle prenait quelque chose chez eux en fait, qu'elle leur devait quelque chose, alors que chez Clive Davis, elle était une artiste signée et c'était elle qui aurait pu prendre les featuring chez eux. Le rapport de force aurait été inversé. Pareil pour la télé-réalité, bien sûr, et encore une fois, moi je la comprends parce que je suis passionné par la musique et que j'arrive à voir qu'elle l'est aussi. Mais si tu décides d'aller faire une télé-réalité, il est intéressant d'avoir un petit storytelling qui va tenir les gens en haleine au-delà de ta musique parce que tu n'es pas une artiste hyper accomplie en fait. Et que quand on te voit pendant des heures en studio, les gens peuvent regarder Michael Jackson ou plein d'artistes ou Nio ou Usher raconter comment ils font en studio parce qu'ils connaissent ces chansons et que ça leur inspire quelque chose de les voir, de voir leurs artistes dont ils ont déjà l'imaginaire musical inscrit travailler en studio. Toi, sans insulte à ta personne, il n'y a pas cet affect musical là et derrière ce que tu sors, même si c'est sympathique, ce n'est pas non plus Thriller. Donc avoir l'idée de se dire que je vais vous faire un storytelling, pas forcément être un ratchet, mais vous dire ce qui m'anime, la personne que je suis au-delà des micros, c'est hyper utile dans ce genre de show pour une artiste comme elle en fait. Il ne s'agissait pas là de se bagarrer ou d'insulter les gens, mais je pense que dans son cas, créer un affect avec le public ou alors une histoire au-delà de la musique qui n'est pas hyper existante pour eux aurait été utile et lui aurait permis de pérenniser quelque chose d'un peu plus solide que ce qu'elle a actuellement. Il m'arrive encore souvent d'écouter son premier album, j'adore la chanson Behind Closed Door avec Twista. C'est toute une époque. En réalité, moi je pense pas que Olivia soit une extraordinaire chanteuse, mais il faut pas la blaguer parce que pour elle, elle est une chanteuse en fait. Je pense qu'elle a fait pas mal d'erreurs dans ses choix et qu'effectivement, souvent dans ses relations, elle s'est fait escroquer parce que la première fois, le mec qui la prend là, pour la mener chez Interscope lui fait faire une erreur. Et pareil, sa relation avec Rich Zolas qui pleure parce qu'il veut qu'elle réussisse et qu'il escroque derrière, ça prouve qu'elle a pas su bien s'entourer dans sa carrière. Toutefois, pensez-vous qu'elle puisse faire un comeback et que pensez-vous de ses choix en fait? Est-ce qu'elle aurait dû rester chez G-Unit? Est-ce que c'est G-Unit qui l'a maltraitée? Est-ce qu'elle aurait dû rester chez J-Records comme moi je le pense? Dites-moi ce que vous pensez de la carrière d'Olivia, ou alors est-ce que pour vous elle n'a vraiment aucun talent comme certains le pensent et l'ont pensé pendant des années? Moi je continue de dire que si elle avait montré un peu plus de sa personnalité, de qui elle est vraiment sans être dans le trash, elle aurait une meilleure fanbase après Love and Hip Hop, mais ça ce n'est que mon avis. Dites-moi le vôtre dans les commentaires. En tout cas en ce moment je suis vraiment dans le souvenir, cette période me rappelle énormément de choses. Je réécoute pas mal d'albums unreleased, les So Plush, l'album de Anthony Hamilton. Vous savez les albums qui ne sortaient pas là, ils sont tellement précieux. D'ailleurs Lil Mo est de retour avec un nouveau single qui est pas mal et je réécoutais pas les singles de Lil Mo de l'époque, pas ses tubes, mais vous connaissez son phrasé hip-hop soul là, hyper ghetto. Je kiffe tellement. Bref là je parle un peu comme un boomer, mais cette époque là spécifiquement me manque énormément et je pense qu'on reviendra encore dessus dans pas mal d'épisodes. Surtout les albums unreleased parce qu'il y avait quand même pas mal de pépites. Quelle est votre chanson préférée d'elle? Est-ce que vous comprenez pourquoi Clive l'a mis dans un créneau et a mis Alicia Keys dans un autre créneau? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.